C'est évident que quand on va se promener, enfin moi qui suis belge, quand on va se promener à Schaerbeek ou à Molenbeek, bon, c'est un quartier enfin une partie de Bruxelles dont le nom est malheureusement trop bien connu aujourd'hui. Il est indéniable qu'il y a une communauté musulmane extrêmement importante, qu'il y a une pression sociale qui est mise par ce qu'on dirait des racailles, en quelque sorte, qui tiennent les quartiers, des imams dont on sait qu'ils tiennent des mosquées et qu'ils tiennent des prêches extrêmement violents, anti-belges, anti-occidentaux, anti-américains, etc., anti-juifs, évidemment. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a parmi toutes ces populations des gens d'origine tunisienne, algérienne, marocaine, etc., qui sont des petits commerçants, qui vivent de manière tout à fait paisible, qui n'ont absolument pas envie de se lancer dans le djihad ou même d'instaurer la charia en Belgique ou en France ou que sais-je. Oui, c'est toujours un problème extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on est face à des masses humaines que l'anthropologie, quelque part, voudrait nous pousser à voir comme des blocs monolithiques, mais il est évident que, comme je le disais, il y a une forme de porosité, il y a malgré tout des gens issus de cette culture qui sont contents de vivre en Belgique, qui sont contents de vivre en Europe, qui ont compris que c'était dans leur intérêt, pour leur développement personnel, et que on vit dans une société plus évoluée enfin, malheureusement, que le Maroc ou l'Algérie, où il y a toujours beaucoup de pauvreté et d'arriération au niveau de l'éducation. Donc ça, c'est indéniable. Mais malgré tout, Alors, je pense que comme vous le disiez, la culture islamique doit passer par, et c'est ce qu'on a évoqué aussi dans notre première vidéo, doit passer par euh, une crise maximale, je vais dire, par un climax. Et c'est la chose, en tout cas moi, que je redoute le plus dans les années qui viennent ici, c'est que malgré tout, les plus déterminés, les psychopathes, les illuminés, comme on pourrait dire, vont de plus en plus passer à l'action et vont être de plus en plus dangereux. Et justement, je voulais vous demander aussi également, en fait, le directeur d'Europol a récemment déclaré qu'environ 5000 suspects radicalisés, donc sans détour des djihadistes, sont présents sur le sol européen et qui sont prêts à passer à l'action. Donc on sait également qu'environ 70% des migrants, ou plutôt des clandestins, en fait, hein, ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, normalement, sont des hommes entre 16 et 40 ans, pour la très grande majorité. Ils sont non accompagnés. Non accompagnés. Il n'y a pas de femmes ni d'enfants avec eux. Donc sans parler des proportions assez considérables des vagues migratoires actuelles, ni même des bagarres et des viols qu'il y a dans les certains camps de réfugiés, des exactions vis-à-vis de la population autochtone. On voit ce qui se passe à Calais notamment. Donc est-ce que c'est paranoïaque de suspecter qu'une partie significative de ces hommes en pleine force de l'âge, donc qui sont en train de migrer, dont on ne sait pas très bien tous d'où ils viennent, certains viennent d'Albanie, d'autres viennent d'Afghanistan, enfin tous ne viennent pas de Syrie en tout cas, est-ce que une partie d'entre eux ne pourrait pas être des soldats potentiels de l'État islamique qui, une fois armés, pourraient perpétrer des attentats dévastateurs sur le sol européen en fait? je pense évidemment que si, qu'il doit y en avoir. Alors après, sur le fait que c'est essentiellement des hommes, il ne faut pas oublier que souvent, l'immigration fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez les hommes qui partent devant et qui ensuite essaient de faire venir les autres. Faut pas oublier que c'est pour ça qu'on avait fait le regroupement familial aussi en Europe, qui était peut-être pas forcément une bonne idée, mais c'était pareil, c'était des gens qui étaient venus travailler en France, qui ensuite faisaient venir leur famille. Une fois qu'ils étaient sûrs d'avoir installé d'abord ils préféraient la laisser avec le reste de la famille, puisque les familles partent pas à 150, donc ils les laissent avec leurs cousins, etc. Et une fois qu'ils ont refait leur trou, ils font venir les autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, le fait que l'avant-garde soit composé essentiellement d'hommes dans la force de l'âge, c'est pas choquant. Hein. Ce serait curieux qu'on voit arriver que des enfants et des vieillards. Hein. En fait, disons que l'argument qui est avancé, c'est que si je prends par exemple le cas de la Belgique, il y a eu une très forte immigration italienne pour venir travailler dans les mines de charbon, mais c'était et c'était des hommes évidemment principalement, et puis les familles sont venues s'installer après, mais c'était une immigration économique, tandis qu'ici on parle de migrants qui fuient la guerre. Oui, oui. C'est pas tout à fait pareil. Non, alors Donc c'est pas pourquoi est-ce que pareil. ces hommes ne se battent pas dans leur pays justement? Alors ça, je peux pas parler à leur place, hein, parce que je les connais pas. Euh, Après, il faut voir aussi que ces hommes se battent dans leur pays. Beaucoup, la plupart et ça on en a parlé, vous avez l'essentiel de ces gens qui font une halte en Syrie. Hein. C'était le cas en Turquie. C'était le cas du père du petit Elan notamment, hein, si je me souviens bien.
Donc en fait, ils fuient effectivement la guerre, mais ils vont dans un pays limitrophe où ils veulent pas rester, la Turquie, en l'occurrence. Ils y laissent leur famille parce que là, elle est en sécurité. Et ensuite, ils deviennent migrants économiques et ils partent ailleurs. Parce que finalement, ce sont des gens qui, déracinés pour déraciner, préfèrent aller dans un endroit où, si vous voulez, c'est ça. Je pense que le plus dur, c'est de s'arracher à l'endroit où on est. Quand la guerre, et c'est pour ça que la guerre multiplie les migrants parce que vous avez des tas de gens qui ne se seraient jamais lancés dans une. Justement, je parlais d'esprit d'entreprise tout à l'heure. Des gens qui ne se seraient jamais lancés à cette aventure parce qu'ils étaient attachés à leur chez eux. Si on leur bombarde leur maison ou qu'ils risquent d'être bombardés en y restant, là, ils s'enfuient et finalement, le fait d'être arraché, qui est le plus dur à leur milieu, ben, une fois que c'est fait, c'est fait. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui, je pense, se transforment, sont effectivement des migrants de guerre, mais se transforment en plus en migrants économiques. C'est-à-dire, quitte à migrer, autant migrer dans un endroit qui sera économiquement meilleur plutôt que d'aller m'installer en face pour être aussi pauvre. Vous voyez, je pense qu'il y a ce mécanisme-là qui doit jouer pas mal. Donc vous en avez qui laissent leur famille en Turquie ou au Liban, etc., qui partent ensuite vers l'Europe et qui de là espèrent faire venir leur famille. À mon avis, une grande partie de l'explication est là. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont des terroristes parmi eux? Ça, c'est pas du tout impossible, mais très honnêtement, je pense que euh, le danger est dans les populations qui sont déjà là. Vous parlez de Molenbeek. La plupart des terroristes qui ont frappé la France, hein, les Kouachi, les Koulibaly, et là les autres, la dernière fois, il y en avait tellement, j'ai même pas appris leur nom le 13 novembre, mais c'était des gens qui étaient nés en Europe, qui avaient été éduqués en Europe et qui sont devenus terroristes ici. Donc je pense que pour le coup, il y a un petit peu une psychose de penser qu'ils vont venir. À mon avis, en plus c'est une psychose paradoxale parce que c'est une psychose qui est moins effrayante que la réalité, c'est-à-dire qu'en fait les tueurs sont déjà là. Ils sont déjà là, ils sont déjà parmi nous, ils sont même nés ici. C'est pas des gens qui vont venir. Je pense que c'est peut-être aussi un mécanisme de défense. On se dit si on empêche les migrants de venir, on n'aura pas de terroristes. Non, les terroristes sont déjà là. Vous en aurez peut-être quelques-uns qui seront parmi les migrants, mais à mon avis, l'essentiel des terroristes est déjà ici. C'est ça qui. Selon Europol, il y en a 5000. Donc certains ont été certainement faire un voyage en Irak et en Syrie, certains sont revenus, Et mais vous en avez qui c'est une profitent aussi, vous en avez qui profitent de l'afflux de migrants pour revenir pour en se revenir faisant dans la masse. Parce que, et encore, on se demande avec des faux pourquoi, papiers. puisqu'il y en avait un des deux là de Bruxelles qui avait été relâché en avance alors qu'il avait, je sais pas, fait un Il avait été braquage. signalé par la Turquie, oui. Voilà, puis il y en avait un qui avait fait un braquage, il a été relâché avant de finir sa peine, il est parti en Syrie, il est revenu, il n'a pas été inquiété. Donc à la limite, c'est superfétatoire comme précaution de se noyer au flux de migrants, mais je pense que c'est un phénomène qui existe aussi pas mal. Après, l'État islamique, sans doute, a profité aussi de l'afflux de migrants pour en envoyer, parce qu'ils se sont dit c'est une occasion. Mais je pense que ce n'est qu'une partie du problème. Enfin, je continue de penser malgré tout que ces vagues migratoires et bon les exactions dont j'ai parlé, notamment les viols sur des non seulement sur des femmes d'origine musulmane dans les camps de réfugiés, mais également les agressions sexuelles qui a eu lieu à Cologne, à Hambourg, etc. Et toutes sortes bon, j'ai lu aussi le viol d'un petit garçon dans une piscine en Autriche. Enfin, ce genre d'anecdotes se multiplie en Suède aussi, il y a énormément de viols, et la plupart du temps, ce sont des exactions de personnes d'origine afghane ou africaine ou syrienne, etc. Donc ces genres de nouvelles ne font que s'ajouter au terrorisme islamique que nous connaissons pour le moment et ne fait que jeter de l'huile de plus en plus sur le feu dans, je vais dire dans l'inconscient, mais dans le conscient même des populations européennes. Donc, est-ce que c'est responsable de continuer à laisser venir toutes ces personnes-là? Est-ce que finalement les pays de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne, etc., qui, elles, tous ces pays qui veulent se fermer à cette immigration-là, n'ont pas finalement le réflexe le plus responsable? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que si vous fermez à toute immigration, on peut se demander si vous jetez pas un petit peu le bébé avec l'eau du bain. En fait, c'est une grosse difficulté. Je vois pas trop de solutions à ça. Et alors c'est justement ce qui est inquiétant parce que quand il n'y a pas de solution en général, c'est que la situation risque de se solutionner d'elle-même et assez violemment, hein. C'est-à-dire que, Est-ce que c'est réversible cette mécanique? alors très honnêtement, je pense pas. C'est pour ça que je pense qu'on risque d'assister à des situations de rejet
Et vous savez, il y a quelques mois, là, je crois que c'était autour du Nouvel An, il y a eu une sorte de pogrom en Corse qui n'a pas donné lieu à des morts, hein, il n'y a pas Mhm. eu personne, mais enfin, il y C'était a une eu démonstration de force, voilà, plus une qu'un démonstration pogrom. de force qui a tout de même terrifié les locaux parce que c'était attristant de voir ces gens issus de l'immigration mais qui eux travaillent, n'agressent personne avec ces petits enfants qui pleuraient dans les bras de leur mère parce qu'ils ont été terrifiés après une réaction de la population locale qui elle-même est compréhensible après certaines exactions, si vous voulez. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est ça, ces tensions qui naissent et qui risquent d'amener, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, à des réactions excessives de part et d'autre qui pourraient s'assimiler à de l'épuration ethnique, comme on en a vu très souvent dans l'histoire de l'Europe. Hein. C'est qu'on voit pour le moment, et c'est la même chose en Belgique, c'est que l'état de droit, l'état régalien, pour lequel quelque part la plupart des citoyens sont d'accord de payer des impôts, eh bien ce rôle essentiel de l'état régalien n'est plus rempli, et c'est pour ça que toutes ces cellules de djihadistes, et sans même aller aussi loin, énormément de banditisme, de petites racailles, peuvent pulluler et agir quasiment. Elles sont très très rapidement relâchées. Je veux dire, une des personnes qui s'est fait exploser à l'aéroport de Zaventem aurait dû faire une peine de prison Voilà, de c'est celui 9 dont je années parlais et tout puis il à n'en a l'heure. fait Hein. que 4 ans finalement. Tout à fait. Je veux dire, Taubira n'est pas une exception. Je pense qu'il y a beaucoup de Taubira en Europe, dans les divers ministères de la justice, en tout cas dans les pays européens de l'Ouest. Je pense qu'il y a énormément de laxisme en Suède aussi, en Belgique. Enfin, on le voit partout, ce laxisme. Est-ce que c'est un besoin je ne sais pas, de compréhension de l'immigré, de plus grande tolérance. Je pense qu'au bout d'un moment, cette tolérance, elle a été usée jusqu'à la corde et je pense que la réaction des Corses et de plus en plus les réactions des peuples européens qui sont à craindre ont quand même une part de légitimité, mais il ne faut pas que ça se généralise, que ça se tourne vers toutes les populations immigrées, c'est ça le problème. Et il ne faut pas aussi que ça, comment dire, qu'on continue aussi de dire que tous les Européens sont d'immondes racistes, parce que je pense que l'Europe est quand même, et reste la partie du monde avec les États-Unis qui est la plus ouverte à l'immigration, et donc on peut pas dire, enfin, ça me heurte moi quand on dit que des Belges ou que les Français sont racistes, alors que on est vraiment dans une culture extrêmement multiculturelle, donc c'est pas en continuant à jeter de l'huile sur tous les feux qui sont allumés que les choses vont se solutionner. Mais je voulais dire une dernière chose, c'est que vous parliez du besoin de main-d'œuvre, mais finalement, pourquoi ne va-t-on pas chercher cette main-d'œuvre dans les pays de l'Est ou en Ukraine ou en Biélorussie finalement? Pourquoi aller la chercher systématiquement au Maroc, en Algérie, etc. Mais je pense pas que ce soit une question d'aller la chercher, la question c'est ce qu'elle veut venir. Pourquoi, Euh, alors, pourquoi, pourquoi ces populations européennes ne sont-elles pas attirées, elles, par l'Allemagne, par l'Autriche, par la Alors, France je pense que pour beaucoup c'est le cas. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'immigration polonaise, etc. Je pense aussi que ce sont des pays qui sont libres. Et les gens ont moins tendance à fuir aussi un régime politique, alors que les gens qui viennent d'Algérie fuient aussi une forme de chape de plomb. Il faut oublier que c'est un pays qui était dans une guerre civile terrible il y a une quinzaine d'années encore. Ce sont des gens qui fuient ça aussi, et qui fuient une extrême misère. Alors que des pays, si vous prenez les pays baltes, je crois que les pays baltes ont un taux on va dire, d'informatisation de la société, hein, c'est-à-dire un accès à Internet, etc., qui est plus élevé qu'en France. Ce sont des pays qui sont partis je veux dire, ils n'ont pas eu à se débarrasser du Minitel. Il fallait partir de zéro. Ils sont très vite rattrapés et donc ce sont des pays qui se développent pas mal. Donc je pense que c'est pour ça. Ils ont une grosse croissance chez eux. Ils n'ont pas de chape de plomb politique, même s'il y a des pays qui sont un petit peu inquiétants comme la Hongrie dans le tour qu'ils prennent, mais qui restent quand même des pays relativement libres par rapport à ces situations et puis ils sont voisins de l'Europe, donc ils peuvent commercer avec l'Europe. Ils sont dans le marché commun, ce qui n'est pas le cas des autres à l'extérieur. Et je et pense. l'Ukraine? On ne voit pas des centaines de milliers d'Ukrainiens débarquer en Europe non plus. Donc c'est peut-être pour la même raison. C'est parce que l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine, on traitera peut-être ce sujet-là ultérieurement, mais une partie de l'Ukraine se tourne vers l'Europe et espère être à terme intégrée dans ce marché commun. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'Ukraine, on en parlera une autre fois, je pense. On doit avoir d'autres questions à traiter aujourd'hui.